Ok, encore une fois de plus, bonsoir à tout le monde, espérons que vous allez bien. Et voilà, nous, Soupçons Grise, dans le cadre en fait de nos activités, nous avons prévu en fait d'organiser avec vous, avec Dr Chilanda, une conférence portant sur la prise en charge du syndrome coronarien aigu, en insistant sur les grandes lignes, parce que pour ce qui est de ces syndromes, il y a vraiment à boire et à manger. Alors, docteur Chilanda va essayer un peu de nous synthétiser, nous donner l'essentiel pour ce qui est de ces syndromes et nous allons passer à une série de questions et réponses. Et puis, il y aura, si possible, même des cas cliniques vers la fin. Nous avons la participation de plusieurs médecins. Il y a des professeurs, voire des spécialistes du domaine qui sont là. Alors, nous vous prions d'être très concentré et de suivre parce que ces syndromes, donc cette pathologie, elle est de plus en plus fréquente dans les chefs de la population. Alors voilà, pour gagner du temps, docteur Tulanda, à vous. Merci beaucoup, docteur Jared. Merci à la substance grise pour cette belle opportunité qu'elle m'offre pour parler de cette maladie. En fait, j'ai tenu à en parler parce que après, c'est une maladie qui est sous-diagnostiquée dans notre milieu. Je pense la plutôt le sous-diagnostic est peut-être causé par le fait qu'on y pense le moins et on perd des patients par rapport à ça. Et d'autre part, il y a les difficultés par rapport à la prise en charge qui font que de moins en moins quelqu'un parle du syndrome coronarien aigu dans notre milieu. C'est vraiment moins. Les patients nous parviennent aux cliniques universitaires ou ailleurs ou en cardiologie dans d'autres hôpitaux. Généralement, ce sont des patients qui viennent, ils sont déjà dépassés, ils ont passé leur moment, ils ont passé leur syndrome coronarien, ils sont déjà au stade de l'insuffisance cardiaque et on n'a rien fait. J'ai tenu à en parler. C'est aussi une sensibilisation au niveau de la population, de médecins, des infirmiers et même des étudiants. C'est vrai que l'auditoire est mixte. Il y a aussi des étudiants, il y a des infirmiers qui sont là, il y a des médecins, il y a aussi des spécialistes du domaine, donc les cardiologues. Je pense que on va discuter pour voir ensemble ce que nous pouvons faire, surtout par rapport à notre milieu. Il y a certes la difficulté liée au plateau technique, mais il y a possibilité de s'adapter. C'est comme ça que tout le monde fait chez lui et les choses avancent dans d'autres pays. Alors, nous allons présenter brièvement notre plan comme ce que vous voyez là. C'est pas très difficile la définition, ça reste un syndrome qui prend l'infarctus du myocarde avec élévation du sigma ST à l'ECG. L'infarctus du myocarde sans élévation du sigma ST à l'ECG qu'on appelle en anglais NSTEMI et avec élévation, ça s'appelle en anglais STEMI, ST Elevated Myocardial Infarctus, donc un truc comme ça en anglais. Et l'angine et l'angor instable qui font partie de ces grands syndromes. C'est lié à une diminution du flux sanguin au niveau du myocarde qui va entraîner une ischémie et une nécrose. Alors, cette classification, c'est ce qui revient encore dans les nouvelles recommandations américaines de 2025 qui reviennent toujours avec la même forme de classé. Donc, c'est pas des choses qui ont changé, en fait. Ça reste la même chose. Je rappelle qu'il existe aussi un syndrome coronarien chronique qui est fait essentiellement de l'angor stable, de l'insuffisance cardiaque au décours d'une ischémie myocardique. Donc, il faut comprendre que c'est un patient qui a peut-être fait un STEMI ou un STEMI et qui vous vient, il est déjà en insuffisance cardiaque, donc il a nécrosé et puis il est déjà dépassé. Si vous voyez quelqu'un qui a ça, sachez bien qu'il a fait son NSTEMI ou son STEMI et vous ne saviez pas, très probablement. Et
les patients stables après un syndrome coronarien aigu, donc après un traitement, une angioplastie ou un pontage post-syndrome coronarien aigu, ces patients qui sont stables sont considérés comme des coronariens chroniques. Ils sont aussi listés dans les syndromes coronariens chroniques. L'angor microvasculaire, les angors microvasculaires, les angors pour lesquels, quand on fait la coronarographie, on n'a pas d'atteinte vasculaire. Et il y a l'athérome non obstructif. Les patients qui ont au moins de l'athérome sont considérés comme étant des syndromes coronariens chroniques. Ils sont nombreux, ils sont presque là. Ils meurent avec leur athérome non obstructif, mais on ne le sait pas. Donc, tout le monde, presque, quand on verra, on voit un peu avec les facteurs de risque, c'est tout le monde à un certain moment qui devient coronarien. Nous serons tous coronariens, que l'on veuille ou pas, à un certain moment de notre vie. Alors, pour ce qui concerne l'infarctus du myocarde, qui est la situation aiguë, cet infarctus du myocarde est classifié en 5 types. Vous avez le premier type d'infarctus du myocarde, qui est l'infarctus classique lié à une athérosclérose, donc la présence d'une plaque d'athérome qui entraîne une obstruction. Et puis, vous avez ça, c'est la forme classique, généralement dans le contexte soit d'une rupture ou d'une érosion de la plaque d'athérome. Et vous avez les types 2 dans les contextes où vous avez essentiellement les patients qui ont des situations avec des demandes exagérées d'oxygène, alors que l'apport n'est pas conséquent. C'est comme dans les contextes de l'anémie. Les patients qui ont l'anémie peuvent vous faire un infarctus du myocarde, peuvent vous faire un syndrome coronarien aigu, juste sur l'anémie. Les patients qui sont en tachycardie extrême, fibrillation atriale, peuvent faire une fibrillation atriale et finir par un syndrome coronarien aigu. Pas lié parce qu'il y a eu une obstruction, mais parce que la demande en oxygène est élevée. Le troisième groupe, ce sont des patients qui meurent, qui font un arrêt cardiaque cardio-respiratoire brutal. Et quand on fait l'autopsie plus tard, on se rend compte qu'il avait une ischémie. Ça, c'est ce qu'on appelle mort subite. C'est un syndrome coronarien aigu. Le quatrième groupe, ce sont des patients qui font un syndrome coronarien aigu après une angioplastie. Et le cinquième groupe, c'est ceux-là après une chirurgie, donc un pontage. Sur le plan épidémiologique, il faut savoir que la maladie cardiovasculaire est la plus fréquente des maladies qui puissent exister au monde. Ça, on ne va pas changer. Et quand on prend le monde par rapport à l'Afrique, le monde de manière globale, c'est la maladie cardiovasculaire. Mais quand on revient en Afrique, on a tendance à penser que c'est la maladie infectieuse. C'est vrai parce que nous sommes dans un milieu tropical. Mais qu'est-ce qui se passe au sujet des maladies cardiovasculaires? Ça, c'est difficile à dire parce que nous sommes habitués à faire beaucoup de choses en Afrique, particulièrement à Kinshasa ou en RDC, mais nous ne les documentons pas. On ne fait pas des études, on n'a pas des chiffres. C'est presque vide quand on cherche les données qui concernent les maladies cardiovasculaires dans notre milieu, en Afrique de manière globale. L'Afrique de l'Ouest, il faut dire que c'est un côté où les gens travaillent beaucoup, surtout quand on va vers le nord d'ouest. Donc, c'est hyper motivé et les gens publient assez. On a beaucoup de documents sur ça et documentation plutôt. Et le syndrome coronarien aigu reste la manifestation clinique, la première manifestation clinique des maladies cardiovasculaires. Et c'est ça qui va entraîner la mort. En Afrique, on a quelques données, mais il faut dire que ce sont des données toujours sous-estimées parce que les gens ne veulent pas s'informer sur ce qui se passe sur leur milieu. Ça reste une urgence diagnostique. Les facteurs de risque sont là. Avec les changements de mode de vie, vous les savez. On peut se dire aujourd'hui que fumer, c'est beaucoup plus en Europe et tout. C'est vrai que les gens fument énormément, mais le problème, c'est que dans notre milieu au Congo, à Kinshasa, personne ne pourra me dire la consommation des cigarettes représente quel pourcentage au niveau, par exemple, de la population jeune, dans la population générale. C'est très difficile parce qu'on n'a pas de données. Alors que c'est possible qu'on puisse s'efforcer pour avoir ces données. Vous allez voir aujourd'hui la consommation des chichas, par exemple, à Kinshasa.
Chicha, c'est tout le monde qui consomme. Le problème de la cigarette, c'est toute forme de cigarette. La chicha, c'est de la cigarette. La chicha, dans la fumée des chichas, il y a l'élément fondamental de la toxicité du tabac, qui est le monoxyde d'oxygène, et de carbone plutôt, le CO. Et donc, c'est important qu'on puisse arriver à déterminer ces facteurs, à déterminer ces éléments. Le diabète sucré. Qui va me dire que le diabète n'est pas au Congo? C'est presque, actuellement, c'est presque chaque 3, 4 jours, vous avez un diabétique qui est déclaré dans le coin. L'hypertension artérielle, la dyslipidémie. La dyslipidémie, c'est énorme. L'obésité. On a beaucoup d'obèses maintenant. Et donc, ça veut dire que la maladie doit être là, obligatoirement. On ne peut pas comprendre qu'on ait assez de facteurs de risque, mais on n'a pas la maladie dans notre milieu. La maladie est là. Le problème, je pense que c'est peut-être le sous-diagnostic. Le traitement est une urgence. Il faut de l'angioplastie, il faut la désobstruction de l'artère. Et l'angioplastie, aujourd'hui, c'est un problème au Congo. C'est à peine il y a quelques années qu'on commence à voir quand même le secteur privé se débrouiller pour arriver à avoir quand même des centres pour le cathétérisme cardiaque. Et donc, ça, c'est un élément très important et très positif. Le pronostic vital est vraiment mis en danger quand tu n'as pas de réperfusion, quand tu fais un syndrome coronarien aigu ST+. Les données, on n'en a pas. Alors, nous vous rappelons, euh, s'il vous plaît, nous vous rappelons que en RDC aujourd'hui, nous avons ça. Je pense qu'il y a quand même un peu de bruit, je ne sais pas. Et donc, je disais qu'en RDC, nous avons trois centres de coronarographie aujourd'hui. Nous avons HG Hospital qui fait de coronarographie. Nous avons l'hôpital du Cinquantenaire qui est aujourd'hui le CHU du Cinquantenaire et le centre médical Diamant. Il faut dire que l'accessibilité n'est pas toujours au top. Je ne sais pas. On s'est dit, est-ce que c'est parce que ça coûte cher? Je pense que oui, mais non aussi, parce que le problème, c'est qu'il faut d'abord que les malades soient orientés. Il arrive au centre et au centre qu'on lui dise que c'est beaucoup d'argent et puis qu'ils disent que non, je n'ai pas fait parce que ça coûtait beaucoup d'argent. Le problème, c'est que les malades ne sont pas orientés. Et je pense que peut-être c'est le problème du sous-diagnostic. Ça, ce sont des hypothèses, mais il faut arriver à les confirmer. Il faut les confirmer, il faut étudier la maladie sur le terrain. La thrombolyse en RDC, elle peut se pratiquer. À ma connaissance, j'ai donné quelques informations. Au CH, au centre hospitalier mère-enfant de Montpellier, à Mongafula, on peut faire la thrombolyse aujourd'hui. À HTG Hospital, on peut faire la thrombolyse. Au CMK, par rapport aux informations que j'ai, à l'hôpital médecin de nuit en Galé Mamid Center, peut-être vous en avez encore aussi. C'est juste question de partager l'information. Pour ce qui concerne un traitement si important pour les malades, ça doit être partagé à tous les médecins. Le médecin doit savoir que si j'ai un syndrome coronarien ST+, dans les limites et dans la possibilité d'être réperfusé, je ne peux pas les traîner dans mon hôpital. Je l'envoie dans tel hôpital parce qu'on peut lui faire la thrombolyse. Je l'oriente dans tel hôpital parce qu'on peut lui faire la coronarographie. Ce sont des informations que moi, je voudrais faire passer. C'est pour moi la partie capitale de la présentation. Merci. Et ces hôpitaux sont là, répartis à 3 sur, imaginez-vous, vous avez 20 millions d'habitants, mais vous avez 3 centres pour les quartiers. C'est énormément insignifiant. Dans les milieux où vous avez à peine, vous avez des endroits à 20 millions d'habitants, et plutôt 20 000 habitants, même pas 1 million. Par 20 000 habitants, vous avez un centre de quartier. Mais 20 millions d'habitants, il nous faut combien? Parce que c'est tous les jours que nous avons cette maladie. Alors, pour un bref rappel des mécanismes, nous savons que le mécanisme fondamental du syndrome coronarien aigu, ça reste les deux principaux mécanismes, c'est la rupture de la plaque d'athérome ou l'érosion de la plaque d'athérome, les deux. On peut avoir d'autres formes d'atteinte et généralement, les atteintes, là, ça fait partie des atteintes microvasculaires qu'on appelle
dans le jargon cardiologique, le MINOCA, donc l'infarctus du myocarde avec absence d'occlusion significative à la coronarographie. Et ces infarctus du myocarde sont là. Ça représente pratiquement 7 à 11% des infarctus du myocarde. Donc, imaginez-vous si vous avez 100 infarctus du myocarde, 11 patients ont les MINOCA. Et donc, c'est pas moindre comme prévalence, mais il faut arriver à diagnostiquer. Le diagnostic des MINOCA, par exemple, impérativement, il faut faire une coronarographie qui exclut une atteinte significative des artères coronariennes. Et il faut obligatoirement avoir de la troponine élevée, donc des marqueurs d'ischémie, mais aussi on doit faire l'IRM cardiaque pour arriver à avoir des orientations sur le plan diagnostic différentiel. Malheureusement, aujourd'hui, sur place à Kinshasa, l'IRM cardiaque, c'est pas faisable. C'est parmi des choses qui m'ont poussé, moi, à présenter les cas parce que nous avons beaucoup de choses à faire au pays. Nous sommes une population jeune en train de monter et la pratique cardiologique est une pratique qui est révolutionnaire et nous avons encore peu de cardiologues et peu de gens qui pratiquent la cardiologie de manière euh, logique sur le plan, au niveau national. Donc, on a encore besoin de beaucoup de gens en cardiologie et beaucoup de gens qui doivent passer et s'hyper spécialiser dans tous ces domaines parce que sinon, une seule personne ne saura pas faire tout ça. C'est très compliqué. Alors, l'érosion et ou la rupture de la plaque, ça vient d'une plaque d'athérome. La plaque d'athérome, euh, je vous rappelle que c'est constitué essentiellement d'un noyau qui est lipidique avec une charpente fibro-élastique. C'est ce que vous savez. Le noyau lipidique, c'est lié au passage du LDL cholestérol oxydé qui passe après une lésion, bien sûr, euh, intimale, qui va traverser, qui sera euh, phagocyté avec une cascade inflammatoire qui va se suivre et la formation de cette plaque. Et cette plaque peut se rompre ou cette plaque peut subir une érosion. Dans les cas de rupture ou de l'érosion, la suite, c'est quoi? L'endroit où il y a eu cette lésion, ça va mettre à nu le sous-endothélium. Le sous-endothélium est procoagulant, activation des mécanismes de coagulation, fixation des plaquettes et formation d'un thrombus. Donc, le thrombus va encore aggraver la situation. C'est très important. Il faut savoir que il ne voyait pas le syndrome coronarien aigu comme si c'est la plaque d'athérome qui est en train de monter puis jusqu'à ce qu'un jour, quand ça bloque directement. Si la plaque est en train de monter progressivement, ça va faire progressivement aussi des symptômes. Mais comme le syndrome coronarien aigu, c'est une installation brutale de la symptomatologie. Et cette installation veut dire qu'il y a eu un phénomène de surplus sur la plaque d'athérome. Le phénomène supplémentaire, c'est la thrombose qui intervient suite au fait qu'il y a eu érosion ou qu'il y a eu rupture. Cette thrombose va activer tous les mécanismes que vous savez de la coagulation et plutôt va provenir de l'activation de tous les mécanismes de la coagulation. Et donc, ça va boucher brutalement l'artère. Et les artères coronariennes, vous savez que les artères coronariennes, c'est pratiquement leur calibre, ça correspond à la masse myocardique. Généralement, on dit le rapport est de 4 mm. Pour un calibre de 4 mm, ça doit vasculariser 100 grammes de masse du myocarde. Imaginez-vous les 100 grammes sur 4 mm, vous bouchez, vous bouchez totalement les 4 mm, donc tous les 100 grammes. 1,5 mm pratiquement, c'est pour 12 grammes. C'est ça les correspondances qui existent dans la physiologie coronarienne. Donc, c'est ce problème d'un arrêt brutal de l'irrigation d'une partie du myocarde. Cet arrêt brutal va entraîner un déséquilibre dans la balance énergétique. La balance énergétique du myocarde
est faite d'une part de la consommation et de l'autre part de l'apport en oxygène. La consommation fait intervenir la fréquence cardiaque sur l'entreprise dans les conditions de charge du ventricule gauche. Et les apports, c'est par rapport au débit sanguin cardiaque et la présence de la pression, et plutôt la valeur de la pression partielle en oxygène et tout. En fait, le problème, c'est qu'après, quand il n'y a pas d'oxygène, il y aura une ischémie et l'infarctus, et la personne va présenter un syndrome coronarien, il aura mal, et ainsi de suite, tout ce que nous allons voir dans quelques minutes. Les débits sanguins coronariens, je vous rappelle que le débit sanguin coronarien, il est systolo-diastolique, comme on peut le dire, mais plus diastolique, surtout pour le ventricule gauche, c'est pratiquement le 3/4 du débit sanguin est diastolique. Et ces débits sanguins, c'est le minimum possible que le cœur puisse donner. C'est comme ça que nous disons en cardiologie que le cœur, c'est la référence de l'amour. Quand vous voyez la répartition du débit sanguin cardiaque sur tous les organes qui puissent exister, le cœur, c'est lui qui donne les débits, mais il prend le débit le plus faible possible, 4% seulement. Mais il faut savoir que ce débit de 4% est très important pour le cœur. Il faut que ça reste 4%. Si vous diminuez, au lieu de 4%, il fait 3% du débit sanguin, ça sera un problème. Donc, c'est pratiquement 250-300 millilitres de sang qui passe dans le cœur régulièrement par minute. Donc, c'est très important de le savoir. Et c'est la baisse du débit sanguin coronarien qui sera à la base de la cascade de l'ischémie myocardique. La présentation clinique n'est pas compliquée. C'est une maladie très, très facile à diagnostiquer. En tout cas, à partir de ce soir, retenez que c'est la maladie la plus facile à diagnostiquer qui puisse exister. Mais le problème, c'est juste avoir des orientations. C'est comme ça qu'aux urgences des hôpitaux, là où la prévalence est élevée de la maladie, vous allez voir que chaque fois, régulièrement, les patients passent par des examens qui peuvent orienter rapidement vers une possibilité d'un infarctus du myocarde à tout moment pour savoir si on peut les traiter autrement. Parce que c'est la chose qui peut facilement arrêter le cœur de quelqu'un dans une seconde. Et donc, pour ce qui concerne la clinique, c'est simple la clinique. C'est la douleur thoracique. La clinique de l'infarctus du myocarde, du syndrome coronarien aigu, c'est la douleur. Cette douleur qui est caractéristique, c'est une douleur rétrosternale, constrictive, avec irradiation. Et cette douleur est souvent déclenchée par l'émotion ou par l'effort. Mais il y a une catégorie des patients chez qui il ne faut pas attendre l'émotion. Ce sont les diabétiques, les personnes âgées, mais même aussi certaines personnes jeunes. Il faut faire attention parce qu'il y a des exceptions à tout. Donc, il ne faut pas attendre la douleur. Et surtout, si un diabétique a encore mal, c'est encore un signe d'alarme. La persistance de cette douleur après le repos, au moins, bon, ça peut aller jusqu'à 20 minutes après le repos, ou la persistance de la douleur après la prise de trimethrin. La douleur est l'élément central. Le malade vous dit qu'il a mal, il sent une oppression, il sent qu'il est serré. C'est parfois sous forme de brûlure au niveau du thorax. Et ça peut durer plusieurs minutes, comme on l'a dit. Et la douleur peut irradier plusieurs endroits, mais les endroits qui sont classiques, c'est la mâchoire, c'est l'épaule gauche, c'est les bras, c'est le cou. Mais l'irradiation, il faut chercher. Ça peut aussi ne pas irradier. Donc, il ne faut pas chercher les choses par des mots. Il faut chercher la douleur thoracique et chercher à exclure le diagnostic. Il y a la difficulté à respirer qui peut aussi arriver. Mais dans tout ça, il faut poser bien des questions dans l'anamnèse pour préciser les caractéristiques de la douleur, mais aussi préciser le contexte des survenus et le terrain. Le terrain, c'est essentiellement les facteurs de risque cardiovasculaire.
c'est le tabac, la dyslipidémie, l'obésité, la maladie rénale chronique, le surpoids, l'hypertension artérielle, l'âge avancé, les antécédents héréditaires d'atteinte myocardique ou d'infarctus du myocarde. Il faut toujours poser toutes ces questions pour avoir une belle orientation. Alors, l'évolution, c'est classique. Dans la maladie coronarienne, ça c'est l'évolution de la maladie coronarienne, on commencera toujours, on n'a pas assez de symptômes, ou on a sa maladie coronarienne qui est stable, on a sa plaque qui est stable, et puis après on a un peu de symptômes, on a les symptômes de la douleur thoracique, et puis ça va évoluer vers le choc cardiogénique et la mort. Le décès n'est pas loin avec cette maladie. Très important. Alors, la douleur thoracique n'est pas toujours comme je venais de l'expliquer là. On peut avoir aussi des symptômes qui sont totalement atypiques, qui peuvent vous orienter vers d'autres choses. Parmi ces symptômes, vous avez des syncopes. Un malade peut venir, il a perdu connaissance. Il a perdu connaissance. Et puis, il se réveille. On l'amène à l'hôpital. Docteur, il a perdu connaissance. Il faut poser la question si ce n'est pas un syndrome coronarien. Il y a la douleur, comme on a dit, la fatigue. Quelqu'un peut venir juste parce qu'il est fatigué, surtout les sujets âgés. Docteur Jared, il est là. C'est lui qui parle beaucoup plus ces derniers temps des sujets gériatriques. En tout cas, ces sujets-là, ils vont vous pourrir la vie par rapport à leurs symptômes. Les symptômes sont parfois tout à fait gauches par rapport à ce que vous attendez. L'essoufflement, les palpitations, les nausées, vomissements, douleurs épigastriques. Ça, c'est déjà du syndrome dyspeptique. Et puis, on renvoie les malades à la maison. Faites très attention, ça peut être un syndrome coronarien aigu. Il va revenir le matin avec un apporté mort, alors qu'il était à l'hôpital le soir pour une épigastragie. Et après, on va peut-être dire, ce sont les sorciers de la famille. Heureusement qu'il est possible d'identifier un oncle dans la famille qui peut porter cette croix. Comme ça, il devient lui qui est en train d'assorceler les malades. Mais il faut faire très attention. Syndrome coronarien aigu, c'est beaucoup de présentations. Regardez un peu mon petit tableau qui vous présente les différentes présentations du syndrome coronarien aigu et puis l'âge. Vous voyez, juste 4 patients sur 6 et sur 10 vont présenter une douleur thoracique dans la population âgée. Donc, c'est très important. Les vieilles personnes là ne vont pas vous dire j'ai mal. Non, sur 10 patients que tu recevras avec syndrome coronarien aigu, 4 juste vont avoir mal au thorax. Et dans la population jeune, la douleur thoracique est vraiment fréquente. Dans la population âgée, vous voyez la confusion et les syncopes. Donc, il peut venir confus. Donc, il était bien le soir, mais ce matin, ici, depuis 2 heures, on le sent, il parle des histoires qui ne sont pas correctes. Parfois, il n'est pas bien orienté, alors que c'est un syndrome coronarien aigu. Il faut faire très attention. L'examen physique va rechercher les signes de complications, généralement. Il faut faire l'examen physique pour classer les patients parce que la classification KILIP que vous voyez, c'est une classification, c'est vrai, ça vous oriente sur le plan diagnostique, mais c'est aussi pronostic. Pronostic. Vous voyez, les gens qui font l'équilibre 3, 4 personnes sur 10 vont mourir. Le risque de mortalité est très élevé car quelqu'un vient déjà à KILIP 3. Quelqu'un qui vient KILIP 4 avec un choc cardiogénique, imaginez-vous que sur 10 patients qui ont le choc cardiogénique, 8 vont mourir. Donc, c'est très important de faire attention et rapidement orienter les malades vers un traitement correct. Il y a des souffles parfois par rapport à certaines complications. Quand tu as des complications comme une communication interventriculaire, quand tu as des complications comme une insuffisance mitrale, des complications comme une perforation de la paroi avec un épanchement péricardique de grande abondance. Tout ça sont des complications. Et donc, il faut faire très attention parce que la mort est à côté. Le diagnostic n'est pas compliqué. Le diagnostic n'est pas compliqué. Je pense que là, c'est classe 1B. 1B, c'est pas 1V. Classe 1B, c'est une recommandation de classe 1B. L'examen, c'est d'abord un ECG. Il faut faire un ECG. L'examen clinique, tu poses la question sur la douleur, s'il y en a ou pas.
s'il y a d'autres symptômes, tu fais un ECG à 12 dérivations. Très important. Tu peux compléter les 18 dérivations si tu penses que ça peut être une localisation postérieure. Et après l'ECG, troponine. Donc, une maladie très simple, diagnostiquée juste sur base de la douleur, de l'ECG et de la troponine, mais est sous-diagnostiquée dans notre milieu. On ne peut pas comprendre. Le diagnostic est plus facile. Le diagnostic du syndrome coronarien aigu est parfois plus facile que le diagnostic de la malaria. Parce que la malaria, parfois, quelqu'un se présente avec la fièvre, il n'a pas la malaria, il n'a pas le palu, il a d'autres maladies. Et vous faites comme ça, le test, il est négatif. Vous commencez à vous poser des questions. Est-ce que c'est la malaria? Est-ce que c'est le test qui m'a trompé? Mais l'infarctus du myocarde, ce n'est pas ça. C'est juste la douleur, l'ECG et la troponine. C'est très facile les diagnostics. Donc, essayons un peu de faire un effort de commencer à poser le diagnostic, à chercher. Cherchons les syndromes qu'on a aigus. Parce qu'on dit toujours en médecine, on ne cherche que ce qu'on connaît et on ne trouve que ce qu'on cherche. On ne peut pas trouver quelque chose qu'on n'a pas cherché en médecine. On ne peut pas s'attendre à voir un syndrome coronarien aigu alors qu'on n'a pas traité chez un patient. Et c'est comme ça que le patient va mourir et on va chercher un oncle dans la famille qui peut transporter cette croix. Les recommandations de 2025 des Américains, ces recommandations nous proposent un algorithme de commencer par, dès qu'on suspecte, on fait un ECG et on demande directement la tropo. L'ECG, c'est l'ECG qui pose le diagnostic du syndrome coronarien STMI. ST+, c'est d'abord l'ECG. La troponine, il ne faut pas l'attendre. Mais dans la stratégie américaine de 2025, vous voyez, on nous propose de faire les deux au même moment et de toutes les façons, la troponine viendra en retard. L'ECG va te montrer déjà si c'est un STMI ou non STMI. En fait, l'objectif du travail de la présentation de ce soir, ce n'est pas de montrer comment diagnostiquer les STMI. Les STMI, c'est ST+, dans les dérivations. Les dérivations sont classées et réparties dans les différentes parois du. Allô, docteur Chilanda, vous êtes là? Docteur Chilanda, vous êtes là? Apparemment, votre micro est coupé. Un instant, s'il vous plaît. Allô, docteur? Je me suis déconnecté brusquement. Ok. Je ne sais pas pourquoi. Ah, ok. Je rentre. Je D'accord. reviens. Je suis en train de. D'accord. Pourtant, j'étais en train de parler. Je ne sais même pas là où j'étais quand Ah, je me suis déconnecté. d'accord. Je comprends. Merci. Je reviens. Merci. Un instant, s'il vous plaît. S'il vous plaît, chers participants, essayez de connecter par inadvertance. Il revient dans peu de temps. En attendant, nous saluons la présence de tous les participants, tous nos maîtres ici présents. Nous vous donnerons la parole à la fin. Docteur Chilanda, vous êtes là? Oui, je suis là, docteur. Je suis vraiment désolé, je n'ai pas compris. Je n'ai Ok. pas compris comment ça s'est déconnecté brusquement. Bon, je reviens. Je suis là. Je peux reprendre. Oui, Bien. jusque-là, c'est limpide, oui. Ouais, je pense que j'étais là. Je ne sais pas si c'est vrai. Oui, oui. Oui. Alors, ici, j'étais en train de présenter l'algorithme de, de, des recommandations américaines de 2025. Il propose de faire l'ECG et la troponine. De toutes les façons, la troponine viendra en retard.
mais c'est l'ECG qui diagnostique le syndrome coronarien aigu ST+. ST+, c'est l'ECG. C'est après qu'on va attendre la troponine. Quand vous avez un ST+, vous demandez directement, vous évaluez directement la nécessité d'aller vers la réperfusion. Sinon, vous attendez la troponine. S'il n'y a pas de ST+, vous attendez la troponine pour confirmer le diagnostic de ST-. Alors, c'est comme ça. L'algorithme des recommandations européennes de 2023, c'est ce qui est encore en vogue en Europe, c'est plus clair un peu. Vous voyez, le patient se présente avec des symptômes que vous pensez que c'est un syndrome coronarien aigu. Vous lui faites un ECG. L'ECG va te dire si c'est un STEMI ou un non-STEMI. Ça, c'est le premier élément. Et après l'ECG, vous passez, maintenant, si l'ECG te dit que c'est un NSTMI, à ce moment-là, tu fais la troponine. Et que l'ECG ne trouve pas des élévations de ST sur l'ECG, tu passes à la troponine. La troponine va maintenant te permettre de faire le rule-out ou le rule-in pour savoir si c'est un patient qui a un ST plus moins ou c'est pas non plus une atteinte myocardique carrément. C'est ça l'intérêt de la troponine. Et après, tu vas voir si tu peux compléter avec d'autres imageries ou faire l'angiographie et poser le diagnostic final à la fin. Je pense que cet algorithme est plus pratique dans notre milieu et plus simple. Alors, quand on parle de la troponine, c'est quoi en fait ce qu'on va faire? On se rappelle que la troponine qu'on dose pour le myocarde, c'est la troponine I ou la troponine T. La troponine C, c'est aussi une isoforme de la troponine, mais C n'est pas spécifique du cœur. C'est les I et le T qui sont spécifiques. Cette troponine est dosée au temps zéro. Quand on parle de temps zéro, c'est le temps zéro à l'arrivée du patient. Au temps H0 à l'arrivée du patient. Et logiquement, le diagnostic dépend de la suite de cette troponine. Il y a des patients qui arrivent, douleur thoracique typique. Vous faites la troponine, elle est déjà d'emblée élevée. Vous confirmez le diagnostic d'un STMI si l'ECG n'a pas de ST+. En fait, l'ECG d'un STMI, ça peut avoir toutes les formes possibles qui existent, sauf ST+. Ça, il faut qu'on se le dise, qu'on s'entende bien. Tu peux avoir sur l'ECG des T négatifs dans toutes les dérivations, dans telle dérivation. Tu peux avoir sur l'ECG les ST-, les ST négatifs dans beaucoup de trucs. Tu peux avoir sur l'ECG des modifications de la comment ça s'appelle, conduction auriculo-ventriculaire, mais particulièrement le bloc de branche gauche, surtout quand il apparaît de manière brutale, il est pris en charge comme un ST+. Mais ça fait partie des ST-. Il faut faire très attention. Je dis ça fait partie des ST- parce que ce sont des ST- à risque très élevé qui sont pris en charge comme des ST+. ST+, ça veut dire que tu as un segment ST surélevé dans une dérivation dans au moins deux dérivations, au moins deux dérivations d'une paroi avec un signe de miroir dans les dérivations contralatérales. Tu dis que tu as un ST+. Toutes les autres formes qui restent sont des formes de ST-. Mais leur prise en charge diffère parce qu'il y a des formes qui sont comparables, qui sont considérées comme des ST+. C'est la nuance que je voulais faire. Alors, devant une forme qui n'est pas considérée comme des ST+, qui est différente de tous les ST+, il faut faire la troponine. Si la troponine à H0 est déjà élevée, il faut directement considérer les patients comme ayant un STMI. Si la troponine n'est pas élevée ou est timidement élevée, on fait le cycle de la troponine. Donc, on redose la troponine pour la deuxième fois.
1 ou 2 heures après. Mais cette troponine, c'est quelle troponine? Nous allons en parler. On redose la troponine 1 heure, 2 heures après pour voir s'il y a augmentation de la troponine, s'il y a ascension de la troponine. Si la deuxième troponine est montée, est élevée, ça, c'est ce qu'on appelle le signe du drapeau rouge, le red black. Le signe des drapeaux rouges, c'est le signe qui va permettre de prendre le patient comme étant un NSTMI. C'est le rule-in maintenant. On va l'hospitaliser, le garder, le traiter. On les met dans la catégorie des patients qui ont les ST-. Mais si, après le cycle, ta troponine ne se majore pas, elle reste statique, elle reste normale, c'est un rule-out. Tu peux considérer que le patient a d'autres problèmes, ce n'est pas un syndrome coronarique. Mais il peut aussi arriver que tu aies ta troponine qui ne s'élève pas, qui est soit statique ou qui ne bouge pas assez, mais dans ça, tu as une douleur qui reste permanente. C'est comme ce qu'on a dit au-dessus là-bas. Quand tu as une angine ou un angor instable, la troponine n'est pas forcément élevée ou n'est pas très élevée. Donc, ces patients-là, on peut les observer pour les réévaluer. Quelle troponine il faut faire? Voilà l'évolution des choses. Vous pouvez vous imaginer qu'on continue à faire les CPK, on continue à faire la myoglobine, mais regardez ce que ça représente par rapport au téléphone et regardez la troponine ultrasensible qui représente l'iPhone et la troponine sensible qui est encore au niveau de Samsung, mais quand même en couleur. Maintenant, la troponine non sensible, je pense que c'est peut-être Nokia, ZTE et tout ça. Donc, on doit évoluer, on doit se battre pour y avancer. Mais pour avancer, pour doser la troponine ultra sensible, je pense que ce n'est pas compliqué. C'est question de payer juste les matériels. Je ne pense pas que les matériels pour faire la troponine ultra sensible, je n'ai pas beaucoup de précision, mais je ne pense pas que ça coûte le prix d'un scanner. Si on peut déjà payer un appareil de scanner, donc on peut avoir l'appareil pour doser la troponine ultra sensible. C'est très important. On doit faire du bruit aux décideurs, on doit faire du bruit à ceux qui payent pour nous donner la troponine. Parce que vous pouvez vous imaginer, comme depuis le début de la présentation, que juste la troponine, l'ECG et la clinique, vous posez les diagnostics de la maladie la plus meurtrière du monde. Pourquoi est-ce qu'on peut s'en passer? C'est très simple. Donc, il faut qu'on lutte pour quitter les ZTE, les Nokia, quittons les Samsung, arrivons quand même à iPhone. C'est plus simple, ça va beaucoup nous aider. C'est très important cette diapositive. C'est un peu comique, un peu des blagues, mais ça dit beaucoup de choses par rapport à ce que nous vivons. Parce que le coronarien n'est pas seulement un patient, il vient d'ailleurs. Le coronarien, un jour, peut être toi-même. Peut-être c'est lui qui décide lui-même. Et donc, il va mourir parce qu'il n'a pas payé iPhone. Donc, tout le monde, les lits des hôpitaux sont faits pour tout le monde. Même les médecins et même un jour, ils deviennent aussi patients. C'est très important qu'on se batte. On fait l'ECG, je m'excuse pour la deuxième image là qui n'est pas très claire. L'échographie thoracique, l'échocardiographie transthoracique doit être réalisée. Ça va évaluer essentiellement la cinétique. La cinétique, il faut évaluer la cinétique cardiaque, la fonction systolique du VG. Il faut rechercher s'il y a des complications. C'est très important d'avoir l'échographie cardiaque à l'immédiat. Surtout quand vous pensez qu'il y a des complications, urgemment, il faut obtenir une échographie cardiaque. Mais ne vous en faites pas. L'échographie cardiaque ne devrait pas freiner la prise en charge, l'orientation du patient vers un centre qui peut le prendre en charge. Les autres bilans qu'on complète, c'est comme l'IRM cardiaque, qui est très nécessaire, surtout quand on a fait la coro et puis on n'a pas vu des lésions significatives. Généralement, les lésions significatives sont des lésions qui sont au-delà de 90%, donc 90% des destructions. Et
D'autres lésions peuvent aussi ne pas être significatives, mais être très suspectes d'être des lésions à la base. Ça, vraiment, je pense que c'est le domaine du docteur Yves Maputa, notre superviseur et notre aîné, qui pratique maintenant de la coronarographie sur place à Kinshasa et c'est une chance pour nous, donc on peut recourir à ça. Et donc, la géographie et la coronographie peut ne pas vous donner assez d'informations. À ce moment-là, vous venez faire l'IRM cardiaque pour voir comment faire des diagnostics différentiels. Les minoca, ils sont diagnostiqués. Leur étiologie, c'est essentiellement en coro. Il y a d'autres techniques en coronarographie comme l'OCT ou l'IVUS qui sont réalisées, qui peuvent permettre de voir les différentes possibilités de diagnostic ou surtout des étiologies des minoca parce que la coronarographie n'accède pas aux lits vasculaires, comment ça s'appelle, les capillaires, les petits vaisseaux, parce que la coronarographie a environ un, un degré d'agrandissement de 250 fois pratiquement, donc ça ne peut pas permettre de voir tout. Les minoca sont des petites atteintes qu'on ne peut pas voir à la coronarographie. Le scanner, le coroscan, peut être aussi réalisé, on peut le voir, bon, après, c'est pas très important. Il faut compléter d'autres examens. Il ne faut pas se dire que comme on a dit troponine, ECG et puis coronarographie, je ne fais pas l'hémogramme, je ne fais pas la... Non, l'hémogramme peut te donner le profil. Déjà, tu vois, tu as l'anémie, tu te dis non, probablement que mon patient est en train de faire un syndrome coronarien de type 2. Donc, c'est très important. La CRP, même les sepsis, le choc te donne un syndrome coronarien de type 2. Donc, la CRP, l'ionogramme, la fonction rénale, le bilan hépatique, le profil lipidique, tous ces examens doivent être lancés au même moment. Le diagnostic différentiel se font par rapport à la douleur avec les syndromes aortiques, la péricardite plutôt, l'embolie pulmonaire, ainsi de suite. Et la troponine élevée ne veut pas seulement dire que c'est un syndrome coronarien aigu. Il y a aussi des diagnostics différentiels à l'intérieur, des maladies cardiaques, même des maladies non cardiaques qui peuvent aussi justifier. Mais c'est pour ça l'intérêt de faire les diagnostics, d'envoyer les malades d'abord faire la poro. Les discussions, surtout pour ce qui est d'une douleur typique avec troponine élevée, vous allez les faire après la poro. Il ne faut pas commencer à discuter. Vous avez les malades, vous voulez déjà exclure les syndromes coronariens aigus juste en les voyant parce qu'on a dit que la troponine peut s'élever aussi en dehors des autres situations. Il faut intégrer tous les éléments. C'est très important parce que la mort, c'est ce qui fait peur à côté de syndrome coronarien. La prise en charge. La prise en charge est très bien codifiée. C'est pas très difficile. C'est très bien codifié. Il y a des choses qu'on peut faire sur place. Il y a des histoires à faire quand vous avez diagnostiqué un syndrome coronarien aigu dans votre milieu, dans votre hôpital. Il y a des choses que vous devez faire immédiatement et des choses et vous allez orienter les malades là où on va les prendre en charge. On n'a pas de SAMU au pays, mais on peut toujours en avoir. Je pense que dans quelques années, on en aura. Alors, sur le plan thérapeutique, je vais un peu accélérer. Les cibles thérapeutiques sont là, c'est autour de la coagulation. Donc, c'est essentiellement les problèmes de la coagulation. On a des médicaments qui vont bloquer une ou une autre étape de la coagulation, et oui, plutôt de l'hémostase. L'hémostase, que ce soit primaire ou secondaire. Donc, vous avez des médicaments qui vont inhiber la thromboxane A. Les antithromboxanes A, c'est l'aspirine. L'aspirine que nous donnons, l'aspirine junior, Cardigic, aspirine Maxipre, tout ce qui est disponible, ce sont des médicaments, c'est un médicament qui inhibe la COX-1 qui va bloquer la production dans la voie des prostaglandines et des phospholipides, ça va bloquer la production de la thromboxane A, qui est un puissant vasodilatateur. Cette thromboxane A, c'est l'élément, c'est la chose ou c'est la substance qui est produite lorsque la plaquette est activée. L'activation de la plaquette nécessite la production par la plaquette. Vous savez que dans l'hémostase primaire, il y a d'abord l'adhésion plaquettaire. La plaquette vient, s'adhère sur les sous-endothélium grâce à l'intervention de la protéine de Van Willebrand et le récepteur 1B. Mais pour l'agrégation plaquettaire, la plaquette a besoin
les plaquettes ont besoin de s'attacher les unes aux autres grâce à l'intervention des récepteurs des glycoprotéines GP2B3A qui vont permettre la fixation des fibrinogènes entre les différentes plaquettes. Et cette protéine exprimée a besoin qu'on puisse activer la plaquette. Et l'activation de la plaquette va venir par la production, par la plaquette elle-même de l'ADP. C'est cet ADP qui va sortir, c'est fixé sur d'autres plaquettes grâce aux récepteurs P2Y12 qui vont permettre l'activation maintenant de la plaquette pour que la plaquette puisse d'une part produire la thromboxane A et établir les ponts entre les GP2B3A. Les médicaments qui agissent sur l'agrégation plaquettaire agissent sur la thromboxane A, agissent sur l'ADP. Les inhibiteurs de l'ADP, c'est essentiellement les clopidogrel, les ticagrelor et tout ce qu'on connaît. En dehors de ça, il y a des médicaments qui agissent sur la coagulation à une ou l'autre étape. On ne va pas refaire la coagulation ici. La prise en charge du syndrome coronarien ST+, est une urgence. Vers le coin, vous avez quelqu'un qui a une hache. C'est la mort. La mort est à côté. Ces étapes sont importantes. Il faut faire la première étape, la deuxième étape, la troisième et la quatrième étape doivent être faites concomitamment. Dès que vous posez les diagnostics de ST+, sur l'ECG, vous mettez en place les mesures générales que nous allons voir. Vous évaluez directement le temps qui s'est écoulé entre les débuts de douleur et l'arrivée à l'hôpital. Vous évaluez le temps entre l'arrivée, le premier contact médical et les diagnostics. Vous évaluez le choix de l'antiagrégant ou l'anticoagulant. C'est très important, ces étapes. Et directement, vous aurez à voir s'il y a moyen. Vous savez que ST+, c'est aller faire là, c'est désobstruer. La désobstruction, c'est ça le traitement. Le maître mot de ST+, c'est désobstruction. Mais il faut faire les 4 étapes au même moment que vous prenez la décision pour organiser la désobstruction. La désobstruction s'est faite soit par angioplastie, donc aller faire la coronarographie angioplastie, soit par la thrombolyse. On a dit que la coronarographie s'est fait à HJ, ça s'est fait à diamant, ça s'est fait au cinquantenaire. Le problème, ce n'est pas, on ne fait pas de marketing, mais on donne des informations qui peuvent aider les médecins pour qu'ils orientent les malades afin qu'ils ne meurent pas. Parce que les malades, là, peut être mon oncle, ça peut être l'oncle de l'autre, ça peut être la tante de l'autre, ça peut être même votre propre père. Un jour, les malades, c'est tout le monde. Les malades, ça peut être n'importe qui. Donc, il faut que l'information arrive. La mise en route des bêta-bloquants, des statines ou des autres, et puis établir les conseils d'hygiène et établir l'ordonnance pour libérer les patients. Les mesures générales, c'est SCOP, tout ça, on va donner les diapositives pour peut-être la référence à tout moment. L'antalgique, si c'est nécessaire, c'est généralement la morphine qui est utilisée. Alors, évaluer le temps écoulé, c'est entre la douleur et l'arrivée à l'hôpital. J'ai commencé à avoir la douleur à 2 heures pratiquement, docteur. Le malade arrive à l'hôpital à 7 heures. De 2 heures à 7 heures, il a déjà fait 5 heures. Il a moins de 12 heures. Normalement, ce malade doit avoir une désobstruction. Soit on doit les thrombolyser, soit on doit l'envoyer faire la coronarographie. Mais il y a des patients chez qui, malgré qu'ils ont plus de 12 heures, on peut quand même les désobstruer. C'est plus les patients il a déjà 24 heures, il a 18 heures depuis qu'il a la maladie, mais il est instable sur le plan hémodynamique. Il a une persistance de la douleur où il a des troubles ventriculaires graves. Il fait une TV ou il fait une fibrillation ventriculaire. Il faut les désobstruer. Il ne faut pas attendre. Le premier contact entre les malades et le contact médical, ça s'évalue. Là, c'est plus par rapport à voir est-ce qu'on peut faire de l'angioplastie primaire ou on peut faire de l'angioplastie des sauvetages. Et ça sera fait par Dr Yves quand vous allez transférer les malades là où il est. C'est important que les médecins puissent savoir là où on peut envoyer les malades, qu'il ait les numéros à l'hôpital. Comme ça, quand il a les cas, il appelle les médecins qui fait et le médecin qui fait va l'orienter. Non, tu peux envoyer les malades là-bas, moi je vais aller. Tu peux envoyer les malades telle part. Ce n'est pas seulement question d'argent, c'est question de vie de quelqu'un. Il faut toujours prendre en compte ça.
Si c'est moins de 2 heures, on peut faire de l'angioplastie primaire. Sinon, on fait de la thrombolyse et puis on verra s'il faut compléter par une angioplastie de sauvetage. Alors, chez les sujets âgés, l'angioplastie est plus importante que la thrombolyse parce que la majorité des sujets âgés, ils ont déjà de contre-indications à la thrombolyse par rapport aux gens qui ont déjà 85 ans, 90 ans et tout. Donc, il faut voir ça. Les patients avec instabilité hémodynamique, il faut déjà aller faire l'angioplastie. Il ne faut pas traîner pour la thrombolyse, mais si vous pouvez les faire. Les modalités, discuter sur l'anti-agrégation. Les anti-agrégants, quand vous avez ça, immédiatement, vous avez déjà compris ce que vous devez faire. Vous devez envoyer les malades, vous devez les garder, non pas les garder, vous devez envoyer les malades dans un centre pour aller faire l'anti-agrégation où la désobstruction n'a plus d'intérêt, il faut des traitements médicaux. Si vous avez plus de 12 heures, les malades est stable, vous n'allez pas l'envoyer. Mais si vous avez moins de 12 heures, vous l'envoyez. C'est ça, en fait, ce que ça veut dire tout le temps là. Alors, vous commencez Ok. l'anti-agrégation plaquettaire. Si les patients doivent faire l'angioplastie, vous faites 250 mg d'aspirine, IV ou soit Péros, ça dépend. Et puis, vous allez mettre, non, vous faites 250 mg IV, bien sûr que les autres demandent qu'on peut faire aussi Péros, mais et puis, pas où. Là, c'est une erreur. Puis, on va continuer avec 75 mg par jour Péros. Mais c'est 250 mg d'aspirine, je pense que c'est pas difficile d'avoir ça au Congo. L'aspirine, c'est 20. Ça s'injecte même en IM, tout ça, en IV. L'aspirine injectable là de 500 mg, vous tirez 250 mg, vous donnez en IV, c'est pas très compliqué. Vous donnez 4 comprimés de clopidogrel. En fait, le clopidogrel, je n'ai pas fait un commentaire là-dessus. Le clopidogrel n'est pas du tout un bon médicament. Ici, on utilise les Hmm. briliques. Le clopidogrel est C'est vrai. limité par le pour l'action du clopidogrel, il a besoin de l'activité pour être transformé dans la forme, comment on l'appelle, la forme active. Le clopidogrel passe par une activation enzymatique qui demande l'intervention de 2 enzymes. Ça prend du temps. Et ça prend, mais généralement, pour que le clopidogrel commence à agir, c'est autour de 2 heures. Donc, si vous donnez votre clopidogrel là, attendez 2 heures pour que vous puissiez vous rassurer que ça a commencé peut-être à agir. C'est comme ça qu'on peut faire 300 à 600 mg de clopidogrel. Malgré la dose, ça reste la même chose par rapport au temps. Et aussi le fait que ça demande cette intervention enzymatique, le clopidogrel a aussi des limites. Hein. Les limites, c'est plus par rapport au fait qu'il y a maintenant d'une part une variabilité génétique. Il y a des gens qui sont résistants génétiquement au clopidogrel, mais il y a aussi les interférences avec d'autres médicaments, surtout les IPP. Et à part les clopidogrel, vous mettez en place l'héparine non fractionnée. En tout cas, nous utilisons dans mon hôpital l'héparine non fractionnée qui va être administrée à IV. Et, et si c'est indisponible dans notre milieu, par exemple, le Lovenox est là. Vous pouvez faire 30 mg de Lovenox en IV ou soit 0,3 mg par kilo en IV direct. Vous faites ça. Si la thrombolyse est indiquée, si vous pouvez faire la thrombolyse, vous faites la même chose. Vous verrez, le Lovenox est plus disponible. Vous voyez un peu les doses qui sont recommandées dans les recommandations de 2023 des Européens. La fibrinolyse se passe, ça peut utiliser les fibrinolytiques des premières générations, streptokinase, urokinase ou les autres. Ça peut utiliser les fibrinolytiques de la deuxième génération, c'est l'altéplase. Mais la troisième génération, tenecteplase, rectaplase, c'est ce qu'on utilise. Bon, ici, si on doit faire la thrombolyse, dans mon hôpital, si on doit faire la thrombolyse pour la fibrillation atriale, et plutôt pour l'infarctus du myocarde, on utilise les tenecteplases, mais ça ne se fait presque pas. La coronarographie est déjà là et c'est facile d'accessibilité, donc c'est pas très compliqué. Alors, les autres médicaments, on va en discuter. Les bêta-bloquants, on peut les mettre, mais il faut avoir des indications. Est-ce que c'est indiqué? Ça dépend. Est-ce que il faut
exclure les possibilités que ça puisse compliquer la situation. Mais c'est pas un traitement qui doit vraiment être mis aux urgences. Tu vois, on dit dans les 24 premières heures. Donc, vous avez déjà fait votre coronarographie et puis vous mettez vos bêta-bloquants calmement en visant 60 battements par minute des fréquences cardiaques. Les IEC, en tout cas, il faut les mettre si vous avez une dysfonction ventriculaire, une dysfonction VG, ou soit sur les diabétiques ou les hypertendus avec ça comme c'est pas tous les patients qui ont besoin des IEC. Donc, les histoires de dire que chez tous les syndromes qu'on a, il faut faire les basiques, c'est quand même déjà dépassé. Les basiques, là, c'est un truc qu'il faut avoir dans la tête, mais il faut savoir qu'il y a des indications pour chacun. Pour les molécules des basiques, là, surtout les IEC, les bêta-bloquants aussi. Les statines et les autres hypolipéments, il faut les mettre. Les statines, il faut les mettre. Donc, ne réfléchissez même pas sur les statines. Mettez les statines. Mettez les statines à tous les patients qui ont des SK. Les LDL cholestérol sera suffit avec des objectifs très clairs. J'ai mis ces petits tableaux au-dessus pour vous montrer les doses des statines parce que on risque de se retrouver en train de s'embrouiller. Pour les patients qui ont les risques élevés, surtout pour les patients qui ont un ST+, il faut mettre soit de la torvastatine 80 ou 40 mg, soit les rosuvastatine. Ce sont les statines qui sont très puissants pour ça. Les autres risques, vous allez discuter entre atorvastatine, rosuvastatine, vastatine, tout ça. Mais gardez, rosuvastatine, c'est disponible au pays, donc on peut recourir à ça, à ces doses-là, pas 10 mg. Il y a d'autres hypolipémiens comme les éthymibes qui est déjà d'emblée associé ici dans notre contexte. Donc, si vous avez de l'éthymibe, vous associez directement et puis vous allez suivre le LDL cholestérol. Pour des patients qui n'atteignent pas des objectifs, l'objectif thérapeutique avant, on ajoute aujourd'hui, c'est une nouvelle recommandation, ça fait partie des recommandations de 2025, l'acide benpendoïque, les Nilendal, Nilendo plutôt, les Nilendo qui est aujourd'hui commercialisé en Europe, mais je pense que c'est pas encore disponible au Congo parce que l'AMM n'est pas encore autorisé à tout le monde. Je pense. Mais il faut voir. Et les anti-PCSK9, on peut les utiliser, mais ça sera après. Devant un certain qu'on a un, il dit, vous n'allez pas vous précipiter pour aller mettre un anti-PCSK9. Mettez les étinib et atorvastatine. Après, je n'ai pas parlé, je vous ai donné juste le temps pour orienter les malades pour faire la thrombolyse ou faire l'angioplastie. C'est pas à nous de développer l'angioplastie ou la thrombolyse, c'est à la personne qui va aller faire ça. Mais orienter les patients. Le traitement au long cours doit avoir la double anti-agrégation plaquettaire, ça ne changera pas. Statine, un bêta-bloquant selon les indications et l'IEC. L'aldostérone peut être aussi administré et puis un IPP. Il y a même la vitamine D3 qui a été étudiée en 2025, mais ce n'est pas encore dans les recommandations. Dans cette étude Target qui dit que quand on a un taux de vitamine D3 qui est au-delà de 40 mg par millilitre, ça permet une bonne stabilité sur le plan cardiovasculaire. Le N-stémie, le syndrome non-stémie, on va faire pratiquement 10 étapes rapidement, mais ce sont des 10 étapes. Les 7, il faut les faire concomitamment. Analyser la douleur, c'est rassurer sur l'état de la douleur. Faire l'ECG, ça c'est déjà connu. Donc, il faut faire l'ECG à 18 dérivations. Mais regardez, quand vous avez un NSTMI avec surélévation ST en AVR ou isolé en V1 ou un bloc des branches gauche récent, c'est un ST- avec un apparenté de ST+. On dit ST- avec risque ischémique très élevé. On les prend en charge comme si c'était un ST+. C'est très important cette nuance. Dosage de troponine, réaliser une ETT rapidement. Et puis, cinquième étape qui est très importante pour les NSTMI, c'est la stratification des risques pour voir si les malades doivent avoir l'angiographie et puis la coronarographie maintenant ou pas. C'est ça la question. Il faut stratifier les risques pour se décider sur la coronarographie. Et puis, vous faites le choix de l'anticoagulant et les antiagrégants comme on a vu là-bas. Après, vous allez traiter. Alors, la diapositive ici résume rapidement tout ce que je viens de dire là-bas. Je vais aller plus rapide. Je suis en train de chuter, s'il vous plaît. Le problème devant un NSTMI
et d'évaluer le risque ischémique du patient. Si le risque ischémique est élevé, c'est-à-dire le patient est en instabilité hémodynamique ou en choc cardiogénique, le patient a une insuffisance cardiaque, il y a une recrudescence ou persistance de la douleur, il y a la présence des troubles de rythme ventriculaire malins, il y a la présence des ST plus en V1, V2 ou en AVR, il y a un bloc de branche gauche aigu. Tous ces patients qui sont considérés ayant un risque ischémique élevé doivent être transférés immédiatement pour la coronarographie. La coronarographie pour ces patients doit se faire dans moins de 2 heures. Pour les patients qui ont les risques ischémiques élevés, là c'est les risques ischémiques très élevés. Pour les patients qui ont les risques ischémiques élevés, c'est-à-dire les patients qui ont une troponine positive, qui ont un score de grâce qui est supérieur à 140, les patients qui ont des segments ST négatifs presque dans au moins 6 dérivations, dans toutes les dérivations, on dit dans au moins 6 dérivations, ces patients doivent être transférés en coronarographie dans moins de 24 heures. C'est-à-dire que quand tu as un patient qui a un troponine positive, ECG, tu as juste des ST moins peut-être au niveau des 6 dérivations, tu as peut-être un score de grâce qui est supérieur à 140, tu peux t'autoriser de temporiser les choses, le temps de préparer les patients pour qu'ils aillent faire la coronarographie. Tu leur demandes de chercher l'argent. Dans les premiers cas, tu leur demandes d'aller vendre rapidement quelque chose pour aller faire la coronarographie. Dans le deuxième cas, tu leur demandes d'emprunter l'argent et d'aller faire la coronarographie dans moins de 24 heures. Dans les autres cas, la coronarographie peut être discutée en proposant aux patients d'autres tests ischémiques après. Donc, la coronarographie n'est pas une urgence. Alors, le traitement que vous allez faire dans les mesures anti-ischémiques, c'est l'oxygène, les dérivés nitrés. Les dérivés nitrés, c'est la trinitrine. Je pense que la trinitrine est sur place à Kinshasa. On peut donner ça. Les traitements plutôt antalgiques, la morphine et les autres. Les bêta-bloquants aussi et les statines seront administrés. Les antithrombotiques, c'est presque la même chose. Presque la même chose. Les anticoagulants, mais vous allez faire cette fois-ci, ce que nous faisons, c'est qu'on ne donne pas de l'Ovenox en IV pour les syndromes coronariens aigus non NSTEMI. Le Lovenox n'est pas donné en IV. Vous donnez l'Ovenox à dose curative, une dose curative en sous-cutané. Donc, vous donnez aspirine 250 mg, IV direct ou soit 250 mg comprimé ou 300 mg en comprimé, 4 comprimés d'aspirine. Vous donnez l'Ovenox IV et puis vous préparez les patients pour qu'ils aillent faire comment ça s'appelle? La coronarographie. Le clopidogrel, directement de 300 mg de clopidogrel, aspirine junior, et puis vous donnez le Venox, vous préparez. La suite, ça va se faire après la coronarographie si c'est nécessaire. Donc, c'est ça l'élément. Le Lovenox sera donné à 2 fois 1 mg, donc à dose curative, là où vous êtes. C'est plus pratique le Lovenox que le HNF, qu'on n'a pas toujours facilement au pays et qui demande quand même une surveillance de l'activité désactivée qui n'est pas très disponible. Alors, les traitements de sortie, il faut mettre l'antiagrégation. La double antiagrégation plaquettaire, ça s'impose, les statines, les bêta-bloquants, et c'est presque la même chose. Alors, l'IPP qu'on utilise, c'est les pantoprazole. Ça, c'est très important. Il ne faut pas chercher à mettre d'autres IPP parce que l'IPP qui a été étudié, qui n'a pas d'interférence, surtout quand vous utilisez les clopidogrel, c'est les pantoprazole. Ce n'est pas l'oméprazole. Les complications sont multiples et sévères, parfois difficiles à gérer. Quand quelqu'un vient avec des complications, en tout cas, il va peut-être outrepasser. Ce sont les troubles des rythmes, les troubles de conduction qui peuvent arriver. Et puis, les autres complications, surtout les complications mécaniques, sont plus dangereuses. Insuffisance mitrale, communication interventriculaire et rupture de la parole libre du VG. En conclusion, nous disons que le syndrome coronarien aigu est un
est un diagnostic fréquent et très moins difficile à poser dans notre milieu, bon, dans le milieu médical. Le traitement est bien codifié, qu'il faut suivre. Alors, si on a un STMI, la revascularisation s'est fait en urgence, selon les cas. Et quand vous avez un non-STEMI, vous allez discuter la revascularisation. Et le traitement à domicile est presque le même pour les deux. Nous avons utilisé ces documents pour la préparation de ces diapositives. Nous sommes à la fin. Je vous remercie pour votre attention. Bravo, 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 et merci beaucoup, cher docteur Marc Chilanda, pour cette brillante en fait présentation, aussi bien que c'était très pratique, hein, vous n'avez pas dit théorique, c'était vraiment pratique, adapté par rapport à notre contexte. Nous vous remercions vraiment énormément. Avec vous, nous avons compris que les syndromes coronariens aigus, c'est l'une des maladies la plus meurtrière, mais aussi une maladie qu'on peut diagnostiquer facilement. Donc, puisque même la malaria, comme vous venez de le dire si bien, et la prise en charge, bien elle est codifiée, mais à travers cette présentation, je pense que nous avons pu quand même comprendre l'essentiel sur ce qui est des syndromes coronariens aigus, tout en entrant vraiment en détail pour ce qui est de la physiopathologie, de la prise en charge vraiment détaillée. Vraiment, nous remercions beaucoup. Je pense que les participants ne manquent pas de questions, hein. Mais avant cela, j'aimerais donner la parole à nos maîtres. Je ne sais pas ils sont toujours là. Le professeur Sutaki Banza, il était là. Il participait. Je ne sais pas s'il est encore là. Prof Sutaki Banza, vous êtes là? Bonjour, professeur Sutaki Banza, vous êtes là? Bon, s'il est là, il va m'interrompre. À part lui, je ne sais pas s'il y a d'autres superviseurs pour des commentaires, des spécialistes en la matière. Vous avez des commentaires, s'il vous plaît, avant de passer à la série des questions-réponses. Si nous avons des cardiologues qui ont des commentaires, s'il vous plaît, veuillez vous manifester. OK. Là, à présent, nous laissons la parole aux participants. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Des questions. Veuillez vous manifester si vous avez des questions. Ce qui est vrai, la matière a été vraiment très limpide, parce que là, vous avez tout détaillé. Je pense que on n'a pas vraiment assez de questions. Moi, de mon côté, j'ai des petites questions. Docteur, en fait, de manière pratique, en fait, hein, nous recevons un patient chez qui, bon, un patient jeune, chez qui nous pensons vraiment à un syndrome coronarien sur base de la clinique, en fait, et puis on demande l'ECG. De manière pratique, qu'est-ce qu'on doit voir sur l'ECG, docteur Tulan? Je réponds directement. Oui, oui, le temps que les autres se manifestent. Ah, d'accord. De manière pratique, sur l'ECG, la première des choses qu'il faut chercher, c'est à exclure un ST+. ST+, ça veut dire une surélévation du segment ST. Cette surélévation du segment ST, généralement, ça peut être au-delà de 2 millimètres, mais même pour les sujets gériatriques, comme vous les aimez, parfois même jusqu'à 1 millimètre, déjà, c'est considéré. Donc, au-delà, une surélévation ST au-delà de 1 millimètre, et cela, ça doit se voir dans les dérivations. Les dérivations sont, les 12 dérivations sont classées en termes des parois du ventricule gauche. Il y a des dérivations qui sont qui représentent la paroi antérieure, la paroi apicale, la paroi, toutes les parois. C'est un peu complexe d'expliquer, mais il y a une forme de segmentation du VG qui existe avec 17 parois et toutes ces parois sont représentées sur l'ECG.
Alors, normalement, quand tu as un ST+ dans une paroi, logiquement, tu dois avoir un, un miroir. Le miroir, c'est un sous-décalage des ST+. Le ST se présente par une surélévation et dans les dérivations qui sont contralatérales, tu vas avoir un ST- qui a le même nombre de carreaux, le même nombre de millimètres. Si c'est 3 millimètres en V1, V2, V3, tu auras le sous-décalage de 3 millimètres en, plutôt en, en D1 AVL comme dérivation latérale ou en inférieur. Ça, c'est pour ce qui est des ST+. Oui, Mais les autres formes, l'ECG normal, l'ECG avec les ondes T négatives, l'ECG avec une surélévation qui n'est pas bien systématisée, qui est isolée dans un coin. L'ECG avec juste des sous-décalages de ST. Tous ces ECG-là sont regroupés dans le cas des non-STMI, surtout quand vous faites la troponine élevée. Il faut savoir que sur l'ECG, on vérifie l'évolution de la cardiopathie ischémique à 3 niveaux. Au niveau de l'onde T vous permet d'avoir les informations sur une ischémie. Une ischémie, c'est-à-dire que le débit a diminué et ainsi de suite. L'onde T peut être négative ou aplatie, ou soit ça peut être hyper exprimé dans le contexte des ischémies. Quand l'ischémie persiste, l'ischémie va passer vers la lésion. La lésion, c'est l'infarctus. L'infarctus s'évalue au niveau du segment ST. ST qui peut être surélevé, qui peut être sous-décalé. Donc, sus-décalé ou sous-décalé. Là, c'est l'infarctus. C'est ce qu'on appelle la lésion. Et après, quand la lésion va persister, il va arriver la nécrose. La nécrose s'évalue sur l'ECG à partir de l'onde Q. C'est une onde Q qui doit être au moins au-delà du 1/3 du QRS que vous avez. Et donc, c'est un peu ça ce qu'on cherche. Mais il faut savoir qu'ici, nous parlons du syndrome coronarien aigu. C'est une urgence diagnostique. Ce que vous recherchez sur l'ECG, simplement, ce que moi je vous demande, ce que je vous recommande, c'est voir s'il n'y a pas ST ou pas. Parce que c'est la présence de ST vous impose d'aller revasculariser. C'est voir si vous n'avez pas des apparentés de ST. La présence de ST plus en V1 ou V2 isolé, ou soit en AVR, ou la présence d'un bloc de branche gauche. Comme ça, vous allez traiter rapidement. Sinon, si vous avez d'autres cas de figure, vous pouvez vous contenter de patienter, attendre la troponine pour déterminer les diagnostics. La ok, troponine, c'est dans 1 à 3 heures, normalement. ok, ok, ok. Merci, merci beaucoup. Je laisse aussi la place aux autres, bien que j'avais une préoccupation. Vous aviez dit par rapport en fait, par rapport à la, je sais pas si je me trompe, à la révascularisation, vous avez parlé supérieur à 12 heures par rapport à la désobstruction plutôt. Donc, au-delà des Oui. 12 heures, il n'y a pas d'intérêt de désobstruer. Là, il faut faire un traitement médical, mais vous avez énuméré 3 situations où on peut tenter au moins de désobstruer. Mais je me demande, à part ces 3 situations-là bien précises, pourquoi au-delà des 12 heures, il n'y a pas d'intérêt de désobstruer? En fait, au-delà de 12 heures, quand on désobstrue, on va récupérer les myocardes. Les myocardes évoluent par sidération ou hibernation, ce sont des termes qui existent. Mais en fait, c'est que le myocarde qui a connu l'infarctus, il peut être récupéré si on révascularise dans moins de 12 heures. Si vous révascularisez après 12 heures, vous allez faire un examen au malade, vous allez travailler et risquer même le décès du malade alors que vous n'allez rien gagner sur le plan de l'intérêt. Ça n'a plus d'intérêt. Mais par rapport aux autres cas, les autres cas prouvent que le recrutement des zones ischémiques est en cours. Quand vous avez un patient qui est très instable comme ça, ce qui fait que la revascularisation peut permettre de stopper l'évolution. Parce Ok, que normalement, oui, normalement, quand il y a une occlusion de l'artère, les systèmes coronaires
est un système qui a normalement deux gros troncs, la coronaire droite et la coronaire gauche. Les deux coronaires, le système droit et le système gauche, communiquent par un réseau d'anastomose. Et ces anastomoses peuvent même faire que quelqu'un puisse faire une obstruction sans les ressentir. Et parfois même sans venir à l'hôpital. Mais quand vous avez vraiment une ischémie, ça veut dire que vous avez même eu à dépasser le système des anastomoses. Maintenant, quand vous avez une ischémie qui est dépassée, qui est en train de s'installer, le recrutement des obstructions est en train de se faire. C'est comme ça qu'on propose de revasculariser quand même. Les résultats, après ça, c'est pas toujours très fameux, mais on y va quand même parce que le succès est possible. Ok, ok, ok. Merci beaucoup, docteur. J'ai vu la main de, je sais pas si docteur Marthe Pédakwe. À vous. Docteur Marthe, docteur Marthe Pédakwe, vous pouvez poser votre question? Docteur Banchacha, tu peux ouvrir ton micro? Celui qui a une question, veuillez vous manifester parce que j'ai vu Non, des... je vois Oui. une question dans le Docteur chat. Banchacha, La- Ah, ok. docteur Yanis, tu es là? Ouais, Oui, je vois la docteur. question de docteur. Oui, tu veux poser ta question rapidement? D'accord. Merci au docteur Marc. Je voulais juste savoir le score de Crusade pour estimer le risque hémorragique. Est-ce qu'il est toujours d'actualité? Parce que je ne sais pas si peut-être j'ai loupé à ça. Je n'ai pas entendu ça dans la présentation du docteur. Je voulais juste me rassurer si on tient toujours compte de ça avant de donner les antithrombotiques, surtout dans le syndrome coronarien, donc le NSTEMI. Merci. Merci beaucoup, docteur. En fait, le score de Cruzade, il est toujours cité, il est toujours là, mais le problème, le problème de l'applicabilité, c'est plus en post-révascularisation, surtout pour les patients qui ont été révascularisés pour la discussion, surtout par rapport à la suite de la DAPT, donc des doubles anti-agrégation plaquettaire. Est-ce qu'on maintient, est-ce qu'on continue? On fait toujours, on intègre toujours tous ces éléments. C'est vrai que c'est pas si simple pour des patients qui ont assez des risques hémorragiques élevés pour les gérer sur le plan de l'anticoagulation. Mais retenez que quand vous avez un patient qui est dans une situation urgente, qui a un syndrome coronarien aigu, un STEMI, le démarrage du traitement anticoagulant, anti-agrégation plaquettaire s'impose. Elle s'impose. Et puis, vous allez évaluer pour la suite des traitements, vous évaluez les risques hémorragiques pour discuter sur combien de temps vous allez prendre, surtout pour la DAPT. Il y a des études avec les DAPT à 1 mois, DAPT à 3 mois, DAPT à 12 mois, patients révascularisés, patients avec angioplastie ou pas. Ce sont des questions qu'on se pose. Mais je pense que sur ces questions-là, je vous propose de les laisser au cardiologue qui va suivre les patients. D'emblée, au premier contact, faites le nécessaire et envoyez les malades pour la revascularisation. Ok, Merci beaucoup, docteur. merci beaucoup. Docteur Iboula, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, docteur Marc. Merci pour ces brillants exposés. Moi, ma question est celle-ci. Euh, c'est vrai, vous nous avez parlé des algorithmes, les étapes à suivre devant un syndrome coronarien aigu, STEMI et non STEMI à haut risque. Je suis de garde.
je reçois un patient, je ne suis pas en mesure de faire la coronarographie, non plus de thromboliser mon patient. Je voudrais avoir une conduite pour les gardes d'urgence quand nous sommes de garde, permettez cette tautologie. Et nous sommes de garde, nous ne pouvons ni faire la choro pour l'angioplastie, ni faire la thrombolyse, mais on ne doit pas s'avouer vaincu. Comment faire pour aider notre patient en attendant peut-être la journée et voir comment le transférer à l'HJ pour que le docteur Mafuta puisse s'occuper de cela. Je ne sais pas si ma question elle est compréhensible. Non, j'ai compris. Merci beaucoup, docteur Gilles. En fait, le problème du syndrome coronarien aigu, c'est un problème de temps. Si vous devez prendre du temps pour révasculariser un malade qui a une indication de révascularisation, sachez bien que vous avez euh, vendu, non pas vendu, vous avez vendu son myocarde. Son myocarde, là, il va mourir dans 12 heures. C'est pour ça qu'il est important que les médecins se partagent les contacts, que les médecins multiplient, mois pour mois, moi c'est ce que je pense, dans notre milieu, qu'on multiplie qu'on fasse le bon usage des réseaux sociaux. À la place de créer un groupe WhatsApp pour faire la marche, on peut créer un groupe WhatsApp pour avoir des comptes. Je sais pas, il y a du bruit. Moi, je n'entends rien. S'il vous plaît. Il y a des bruits. J'ai arrêté leur micro. Vous entendez toujours des bruits? Docteur, docteur, j'arrête. Oui? Il y a beaucoup de bruit. Ah bon? Moi, je n'entends pas. C'est où? Allô? Docteur Marc? Docteur Marc, vous m'entendez? Docteur Marc? Est-ce qu'il est... Votre micro est désactivé. Docteur Marc? Là, Docteur... j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de bruit. Ah, ok. Oui, Maintenant, je ça pense va? que ça va. Ok. Oui. Alors, je disais au docteur Jude que c'est question du temps. Sinon, on va vendre les myocardes de quelqu'un. C'est important qu'on ait des groupes WhatsApp où on partage les contacts. On essaye de voir qui fait quoi dans les milieux et à qui on peut transférer les malades en urgence. C'est donc important de mettre le traitement, comme on l'a dit, évaluer le temps depuis la survenue de, comment ça s'appelle, de la douleur. Si le malade est dans le temps pour faire la thrombolyse, pour faire la coronarographie, il faut discuter et les transférer, expliquer au malade clairement. Parce qu'au-delà de ce temps-là, il n'y aura rien. Mais sur place, quand vous recevez les malades, vous pensez qu'il a un syndrome coronarien aigu, ST plus ou ST moins, je vous ai donné les traitements anticoagulants et antiagrégants à démarrer. Vous commencez ça. Et puis, vous faites les contacts pour savoir comment orienter les malades vers l'endroit où on peut les prendre en charge. Moi, je pense que c'est ça ce qu'on peut faire de manière pratique. Vous avez malade à ça, vous avez déjà fait votre troponine, elle est élevée, vous faites aspirine junior, clopidogrel, vous mettez comment ça s'appelle, l'anticoagulant, et puis vous discutez avec les malades pour chercher l'argent rapidement. Vous expliquez aux malades que dans quelques heures, votre cœur va s'arrêter. Tout le monde, quand il attend qu'il va mourir, il peut même vendre la